Bonjour tout le monde, très content d'être avec vous aujourd'hui avec des invités et des experts, des grandes expériences et renommées dans l'écosystème de la finance au Québec. Il y en a même qui font l'effort de se joindre à nous très tard depuis Sharm el-Sheikh en Égypte. Donc, c'est fort apprécié. Je me présente, je m'appelle Igor Kramer, je suis responsable des relations gouvernementales et du programme Solutions Nature pour le climat à la Société pour la nature et les parcs, la SNAP Québec. Je suis content de me joindre à vous parce que j'ai un intérêt marqué pour la finance durable qui vient de mon parcours et de ma collaboration avec la coalition Sortons la caisse du carbone dont on entendra parler plus tard. Écoutez, on est là pour parler des transitions vers une économie à faibles émissions en carbone. C'est devenu une priorité pour le gouvernement, les organisations et les investisseurs à l'échelle mondiale pour s'aligner vers la carboneutralité d'ici 2050. Tout le monde en parle, surtout à Sharm el-Sheikh. Cette transition-là est néanmoins complexe sur bien des plans. À la COP26, donc il y a à peu près un an, à Glasgow, en Écosse, la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, qui à toute fin pratique, et d'ici jusqu'à la fin de cette conversation, je vais juste simplement appeler l'Alliance de Glasgow parce que le nom en anglais est vraiment long. L'Alliance de Glasgow avait réuni plus de 400 acteurs financiers de 45 pays qui représentent ensemble plus de 130 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion. L'Alliance de Glasgow est la plus grande coalition au monde d'institutions financières engagées vers la transition de l'économie mondiale vers des émissions net zéro. Et en fait, il a été en partie fondé ou chapeauté par un Canadien, Mark Carney, et la présidence de la COP26, en partenariat avec la campagne Race to Zero de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Le but de cette coalition est de coordonner les efforts de tous les secteurs du système financier pour accélérer la transition vers une économie mondiale net zéro. L'Alliance de Glasgow a été fondée avec deux objectifs. Augmenter le nombre d'institutions financières, c'est bien parti, c'est parti avec 450, il y en a bien plus que ça. Augmenter le nombre d'institutions financières qui s'engagent à atteindre le net zéro et créer un espace de discussion, un forum pour relever les défis sectoriels associés à cette transition qui doit nous amener vers le net zéro pour garantir que les niveaux d'ambition restent élevés et qu'ils sont accompagnés d'actions crédibles. Mais l'évolution depuis la création jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été sans difficulté. Et là, la question à laquelle on va s'attaquer aujourd'hui en partie, c'est qu'est-ce qu'on fait ici au Canada, à l'intérieur de cette alliance. Les banques canadiennes sont prêtes à rejoindre ces clubs net zéro chapeautés par l'ONU. Pour rappel, la Banque Royale, la Banque Scotia, la Banque TD, la CIBC, la Banque de Montréal se sont jointes à l'Alliance de Glasgow en octobre 2021, mais Nations Unies, à travers l'initiative United Nations Race to Zero, leur a déjà donné un avertissement qu'il doit présenter des plans réalistes et ambitieux et détaillés. Et il leur a même donné une échéance, une date limite pour ce faire, c'est le 15 juin 2023. Donc, on n'est pas sans risque de voir cette alliance-là s'effriter ou se fragiliser. Pour discuter de ces questions, nous avons le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui la sénatrice Rosa Galvez, sénatrice indépendante, représentante du Québec, et marraine du projet de loi S243. Le nom est long, je vous avertis, c'est la loi édictant, la loi sur la finance alignée sur le climat et apportant des modifications connexes à d'autres lois. Je vous propose à toute fin empathique qu'on l'appelle la loi sur la finance alignée sur le climat pendant cette conversation. Ensuite, on a Sébastien Collard, neuropsychologue, responsable du secteur santé et services sociaux à la CSN et porte-parole de la coalition Sortant la caisse du carbone. Je laisserai Sébastien plus tard expliquer très brièvement c'est quoi la coalition Sortant la caisse du carbone pour ceux qui ne la connaissent pas. Ensuite, on a Léa Pelletier-Marcotte, analyste politique et campagne chez Oxfam Québec. Vous l'avez vu probablement cette semaine, dans les dernières semaines dans les médias. Et à Daniel Simard, conseiller à la direction de ECO, service engagement actionnarial et
pendant plus de 20 ans directeur général des bâtireurs et il était aussi dans les groupes fondateurs ou des premières sœurs des fondations. Donc, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Merci aux gens qui sont venus écouter cette conversation aussi. On va commencer la discussion. La première question va être pour la sénatrice Rosa Galvez. Madame Galvez, nous savons que l'argent et la façon dont l'argent est géré jouent un rôle important dans la gestion de la crise climatique, dans la lutte contre le changement climatique. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en des termes généraux qu'est-ce que ça veut dire la finance durable? Vous savez en partie essayer de baliser ces termes-là dans votre projet de loi et dans les interventions dans les médias qui l'ont accompagné. Je vous passe la parole. Merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute. Merci Diego pour gérer cette conversation et merci beaucoup à les 9 organisations qui ont fait possible qu'on puisse discuter avec la société civile. Alors, la finance durable se veut un levier indispensable pour relever les défis écologiques et économiques de notre époque. Il s'agit de la pièce manquante dans les puzzles de la transition vers une économie faible en carbone, mais aussi une solution permanente aux externalités négatives dues à la pollution, laquelle exacerbe les inégalités sociales. La finance durable devrait inciter une compétitivité et compétition saine et apporter de prospérité durable, car ces objectifs sont d'assurer une utilisation optimale des ressources et d'améliorer la qualité de vie de toutes les citoyennes. Alors, la finance durable aussi regroupe différentes pratiques. L'investissement responsable, la finance verte, la finance solidaire, les finances à impact social, et toutes ça sont très importantes. C'est d'amener les valeurs de ESG, environnement, société et gouvernance aux finances. Et tu me diras, c'est quand que j'explique mon projet de loi, si c'est maintenant ou c'est plus tard, mais je pense que pour le moment, c'est ça que tu voulais que je définisse, qu'est-ce que c'est les finances durables. C'est très clair, je vous remercie. On a une question plus tard qui revient sur votre projet de loi. J'aurais peut-être une petite question de suivi, étant donné que le temps le permet. Pas plus tard qu'hier, les Nations Unies disaient qu'il n'y avait pas de place pour l'éco-blanchiment à la COP 27 à laquelle Oui. vous assistez en ce moment. Est-ce que vous ressentez qu'aux frontières de cette définition assez précise que vous venez de donner de la finance durable, il y a aussi des appropriations ou qu'il y a des gens qui se prétendent de la finance durable sans forcément y être dans son ADN ou embrasser les principes que vous définissez comme inéluctables? Oui, alors, évidemment que, comme je l'ai mentionné, ce secteur des banques et du financement où il y a les investisseurs privés, mais aussi les investisseurs de la banque de réserve, la banque et les banques privées, mais les assureurs, les fonds de pension, etc. C'est un milieu de compétition extrêmement intense. Alors, comment demander à ce milieu-là de se auto-réglementer? C'est vraiment très difficile. Et justement, l'éco-blanchiment est la preuve de cette incapacité au secteur de se auto-réglementer. Une autre preuve de ce problème, c'est la question, par exemple, si on regarde ce qui est arrivé en 2008, à la crise 2008, qui c'était une crise qui a été construite à l'interne et dont le secteur n'a pas été capable de pouvoir se auto-retenir et se auto-réglementer. Donc, le Canada, maintenant, nous avons des engagements internationaux. On est signataire des accords de Paris, de la Convention des Nations Unies pour le changement climatique. On s'est donné, moi, j'étais marraine de la loi de carboneutralité 2050 pour la rendition des comptes du gouvernement au niveau de la réduction des émissions. Et c'est ce qui arrive, c'est que on n'a pas de résultats. On n'a pas de résultats. On fait beaucoup de promesses et on a beaucoup de cibles climatiques, mais on n'arrive pas. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a cette
connivence, cette interaction très profonde entre les financements et l'industrie fossile. Alors, quand on parlera plus tard de mon projet de loi, on va regarder que l'un des problèmes, c'est justement que c'est une grande famille. Certains, c'est pas tout le monde, mais on m'a déjà dit, et ça m'a marqué dans l'esprit quand j'ai entendu parler qu'on pourrait mettre dans une salle 500 personnes et ces 500 personnes siègent dans des tables de décision à la fois des banques, à la fois des compagnies fossiles, à la fois des fonds de pension. Hier, quelqu'un, un journaliste de National Observer, avait posté une photo dans les pavillons de Canada à la COP 27 où il y avait les représentantes de la banque RBC à côté du CEO de Suncor. Donc, c'est pour dire que c'est des choses de tous les jours. Et donc, c'est très difficile. Donc, pour ça, on a besoin qu'on vienne un peu plus haut pour éviter justement cette greenwashing, cet éco-blanchiment, cet conflit d'intérêts, puis adéquer la nécessité de capitaux envers les risques climatiques qui sont de plus en plus importantes. Merci beaucoup. Si je comprends bien vos propos, la responsabilité ultime de définir ce qui est et n'est pas finance durable ne doit pas relever du privé, mais doit être encadré par des instances de l'État. Exactement. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante. Daniel Simard, au Canada, la finance durable, la finance, pour commencer. On ne sait pas s'il est durable ou non. La finance semble de plus en plus intégrer des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement. C'est les fameux critères, filtres ou grilles d'analyse ESG. Dans quelle mesure les investisseurs peuvent influencer les pilotages des entreprises et notamment les inciter ou même les forcer à sortir des hydrocarbures? Qu'est-ce qui apporte concrètement les critères ESG dans les choix stratégiques? Bien, merci pour cette question, Diego, et aussi aux organisateurs de cet événement de nous donner le privilège là, de peut-être de jeter de la lumière sur la réalité de la finance durable. Donc, je vais peut-être essayer de prendre un pas de recul pour répondre à cette question-là. Et je pense qu'il faut bien cadrer là, critères ESG, qu'est-ce que ça fait dans la vie de la finance. Et puis, ensuite, je vais d'abord camper ça, puis ensuite, je vais essayer de répondre à la question, à savoir est-ce que les investisseurs ont-ils du pouvoir là, pour influencer le comportement des sociétés, puis peut-être qu'on parlera un peu des sociétés financières elles-mêmes en tant qu'actionnaires dans ma réponse. Donc, il faut, quand on examine aujourd'hui le concept de finance durable, d'investissement responsable, on peut le découper en quelques étapes. Et la première étape, là, puis pour les gens qui, peut-être celles et ceux de l'auditoire qui suivent ça d'un peu plus près, puis mes partenaires là, de panel, moi, je me sers beaucoup des PRI, donc les principes de l'investissement responsable, pour un peu décrire la finance durable, comment on l'imaginait, puis comment elle se pratique aujourd'hui. Et ça repose beaucoup sur, fondamentalement, deux principes, quelques autres, mais fondamentalement deux principes. Le premier, c'est le principe de l'intégration ESG, donc l'intégration de l'information de nature extra-financière, disons-le comme ça. Là, les financiers travaillent beaucoup avec des critères très quantitatifs d'un point de vue finance, les ratios financiers, la dette, les profits, etc., pour prendre leurs décisions de placement. Hein. Moi, je vois beaucoup dans cette question-là la finance de marché, donc la bourse, les marchés obligataires et toutes ces réalités. Et donc, on a beaucoup œuvré pour... ce mouvement-là est en train de se mettre en place depuis plus que 20 ans, Diego. Alors, c'est une construction, comme on l'entend parfois, c'est un avion qui se construit en plein vol. Puis on le sait dans l'urgence aussi. Alors, mais
au fond, on a œuvré beaucoup à amener les émetteurs de titres financiers, on va les appeler les émetteurs, puis j'essaie d'être précis pour ne pas faire de confusion avec les émetteurs de gaz à effet de serre que tout le monde a à l'esprit quand on emploie cette expression-là, mais les émetteurs de titres financiers, donc les sociétés qui émettent des actions sur une bourse ou qui émettent des obligations sur le marché des crédits nationaux, par exemple, au Canada. Et donc, ça, ce sont les acteurs de la finance, ceux qui nous offrent des produits dans lesquels on peut investir, n'est-ce pas? Donc, aller chercher des revenus d'intérêt ou des revenus de dividendes ou de plus-value, d'appréciation de la valeur des actions. C'est le cadre quand même très bête et méchant dans lequel la plupart des investisseurs institutionnels évoluent. Donc, les instruments financiers qui sont à leur disposition, puis là, on pourrait faire une plus longue leçon puis prendre plus de temps pour décrire ça. Contentons-nous de ces éléments-là. Tout le monde dans l'auditoire qui a un peu d'épargne a possiblement des actions et des obligations. Donc, les investisseurs se battent et se sont battus, ceux qui étaient éveillés à la finance durable, au concept émergent, pour que les émetteurs publient de plus en plus d'informations de nature E, comme le disait la sénatrice Galvez, E pour environnement, S pour société, puis G pour gouvernance. Donc, d'émettre de plus en plus d'informations objectives, objectivables et structurées d'une façon suffisamment uniforme pour qu'on puisse comparer les émetteurs entre eux, de nous donner de l'information pour qu'on puisse poser des jugements plus éclairés sur les enjeux ESG présentés par ces émetteurs-là dans leurs opérations, dans leur façon d'être gouvernés, etc. Donc, le B.A.-ba de l'investissement responsable tel qu'il se pratique aujourd'hui, c'est d'abord tourné sur l'investisseur lui-même et son intérêt. Qu'est-ce qui pourrait faire du dommage dans mon portefeuille? Je ne veux pas investir dans des sociétés qui présentent trop de risques d'un point de vue extra-financier, si je le place comme ça. Évidemment, je m'occupe déjà, je sais faire déjà, parce que je maîtrise très bien les principes de ce qu'on appelle la théorie moderne de portefeuille. Donc, où on veut avoir un portefeuille de titres financiers bien diversifié entre les actions, les obligations, les grands marchés géographiques, les grands secteurs industriels, etc. On veut pour minimiser nos risques, n'est-ce pas? Et ça, c'est élémentaire. On ne peut pas agir quand on administre les biens d'autrui, ce qui est le cas de Sébastien, ce qui a été mon cas pendant une vingtaine d'années. Donc, on administre les biens de nos collègues travailleurs, travailleuses, dans le fonds de pension, etc. On doit avoir des processus très rigoureux pour éviter les catastrophes et maximiser les possibilités de performance positive. Donc, ce à quoi on assiste depuis nombre d'années maintenant, c'est le processus par lequel les investisseurs gèrent les risques de leur portefeuille en ajoutant à ce principe général de diversification de la considération pour scruter les entreprises du point de vue de leur performance extra-financière. Ça nous amène, donc, c'est probablement la tendance la plus avérée, si je puis dire, la plus pratico-pratique mise en vigueur, c'est que les gens intègrent l'information extra-financière pour construire leur portefeuille et minimiser les risques. C'est très tourné sur qu'est-ce que la finance ou qu'est-ce que le marché peut faire de dommages à mon portefeuille. Donc, je vais essayer d'être meilleur gestionnaire des actifs de mes membres en minimisant les risques qu'une torpille me vienne parce qu'une compagnie fait l'objet d'un scandale dans les journaux, travaille des enfants, etc. Je peux vous nommer une litanie de situations, désastres environnementaux, etc. Puis on en a vu, Dieu sait. Alors, deuxième étape, je vais construire un portefeuille inévitablement parce que mon mandat, c'est de faire fructifier cet argent-là pour les gens qui me l'ont confié. Alors, je vais l'investir et donc je vais possiblement, si je suis un bon investisseur responsable, intégrer au maximum la connaissance qu'on peut avoir des risques extra-financiers, de bien comprendre mes compagnies et pourquoi je veux investir dedans. Une fois que je les détiens, qu'est-ce que je fais pour les faire changer? Parce que je ne pourrais pas construire un portefeuille qui va être plus blanc que blanc. Si je le prétends, c'est que je fais de ce que vous ne voulez pas qu'on fasse, c'est-à-dire de éco-blanchiment. Alors, il faut s'atteler, apprendre, et c'est ce qu'on fait chez Equo, et c'est ce que j'ai appris à faire dans ma vie antérieure chez Bâtirente. Donc, c'est d'être capable d'examiner son portefeuille, de comprendre ses compagnies, ce qu'on est censé d'avoir fait quand on a construit le portefeuille, et maintenant d'essayer d'aller au-devant des enjeux. Par exemple,
On a des très bons banquiers au Canada, mais sur la question du carbone, on a un gros problème. Alors, on peut très bien être actionnaire de banque et puis travailler auprès des banques. D'ailleurs, vous ne pouvez pas échapper à détenir des banques au Canada si vous êtes un investisseur institutionnel. Vous ne pouvez pas exclure ce qui semble ne pas faire l'affaire parce que vous avez le devoir de l'investir dans un portefeuille diversifié qui, je l'espère pour une majorité croissante d'investisseurs, minimise les risques extra-financiers. Une fois cela fait, c'est le métier d'Eco, la firme que je représente ici, d'aller au-devant des compagnies. Et nous, ce que l'on fait, c'est qu'on met en commun les actifs de nos clients, qui sont tous des investisseurs institutionnels, soit gestionnaires financiers ou fonds de pension, donc les uns donnant des mandats aux autres, et les autres, c'est-à-dire les uns étant les fiduciaires de l'intérêt de leurs membres, poussent, ceux qui sont rendus là, poussent pour aller au-devant des compagnies, des banques. Je peux vous donner des exemples. Présentement, on réfléchit à, par exemple, est-ce qu'on apportera des propositions aux banques dans la saison des assemblées annuelles des banques qui va se tenir plus à la fin de l'hiver, début du printemps. Donc, on est à l'étape où on réfléchit. Après avoir discuté pendant l'année, depuis la fin de la saison de l'année dernière avec pas que des banques, mais dont les banques canadiennes et plusieurs d'entre elles, pour faire avancer la question climatique au sein de leur agenda corporatif, de leurs opérations, de manière à ce qu'elles agissent de façon consciencieuse sur l'impact. Puis là, j'ai d'autres collègues autour du panel qui vont nous en parler tantôt, de leur performance en termes de financement des émissions de gaz à effet de serre. Puis on sait qu'ils sont loin d'être exemplaires. Et alors, donc, oui, l'investisseur actif qui prend qui s'assure d'être un bon gestionnaire des actions qu'il détient, pas des actions qu'il acquiert. L'acquisition, c'est un premier devoir. Je construis le portefeuille. Mais ensuite, je détiens le portefeuille. Et le pouvoir du capital, puisque c'est de ça qu'on parle, au fond, est-ce que le capital a le pouvoir de faire évoluer les choses? Absolument. Et pourvu qu'il le fasse bien, puis qu'il le fasse à grande échelle. Et on a un enjeu d'échelle présentement. Là, vous me faites signe, Diego, si je prends trop de temps ou si j'approche de la fin pour que je conclue. Mais l'étape de l'engagement donne des résultats, doit être bien conduite et il doit y avoir un nombre croissant d'investisseurs institutionnels qui s'adonnent à cette activité-là parce qu'elle est porteuse d'impact. Elle permet d'obtenir des résultats, puis on pourra peut-être plus loin dans la conversation. Je vais probablement vous remettre le micro maintenant, mais on pourra faire la démonstration. Puis si vous voulez, je peux immédiatement parler des banques. On a demandé aux banques l'année dernière de cesser. Je pense qu'on va passer parce que là, il y a un lien indéniable entre ce que vous êtes en train de dire, des rôles des banques, et la question que j'avais préparée pour Léa Pelletier-Marcotte. L'occasion est trop belle. Exactement. Il y a justement la question des banques canadiennes. Mais on va revenir sur le rôle des grands actionnaires et si cette influence-là est vraiment utilisée ou non. Parce que, bon, on regarde rapport après rapport que c'est droit d'intervenir dans les assemblées générales annuelles et de faire avancer des votes ou d'intervenir dans des conseils d'administration, pour l'instant, semble sous-utilisé. Mais oui. Je vais poser la première question à Léa, qui a été très médiatisée ces 2 dernières semaines avec le rapport qu'Offstran Québec a dévoilé, notamment ce rapport qui évalue l'empreinte carbone des banques canadiennes et qui révèle que si les 8 grandes banques canadiennes étaient en pays ensemble, elles seraient les 5e plus importants émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Et qu'en 2020, les émissions financées par ces banques étaient plus de double de l'empreinte totale du carbone du Canada dans son ensemble et près de 23 fois celle du Québec comme État infranational. Donc, Léa, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les conclusions de ce rapport et sur ce que le rapport révèle sur l'état de la finance durable au Canada à l'heure actuelle via le rôle de nos banques? Oui, merci beaucoup, Diego, et merci pour l'invitation à toute l'équipe des Dialogues pour le climat. En fait,
ce qu'on a voulu faire dans cette étude qui est faite par Oxfam Québec, mais aussi l'Institut de recherche en économie contemporaine, c'est d'aller au-delà de ce qu'on entend souvent, de ce qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire beaucoup d'analyses se penchent sur le rôle des politiques publiques, mais on regarde peu l'impact des entreprises ou des individus les plus fortunés sur la crise climatique. Puis ce qu'on voulait faire avec notre rapport, c'est d'aller voir ce qui se trame derrière ces portes closes-là. Puis en termes d'empreinte carbone, les portes sont souvent très close, surtout auprès des banques, c'est ce qu'on a remarqué. Donc, en regardant les banques canadiennes, toutes disent viser la carboneutralité, mais aucune n'a présenté de véritable plan en ce sens et aucune surtout n'a divulgué le total des émissions qu'elles financent par leur portefeuille de crédit et d'investissement. Notre rapport, comme vous l'avez mentionné, montre que les actifs des banques représentent la plus grande source d'émissions polluantes au Canada et ça bien avant le secteur des transports. Donc, c'est assez choquant. En fait, les émissions totales financées en 2020 seulement par les 8 plus grandes banques canadiennes, comme vous l'avez mentionné, représentent plus de 2 fois le poids carbone du Canada en entier et près de 23 fois celui du Québec. En d'autres termes, à plus petite échelle, pour un dépôt de 1 000 $ dans une institution de dépôt canadienne, chaque épargnant ou épargnante finance 1/3 de tonnes de gaz à effet de serre par année. Donc, avec notre étude, on a mesuré ces émissions-là, celles que les banques financent avec notre argent fondamentalement, mais on a aussi voulu voir peut-être, est-ce qu'elles posent des actions un peu pour minimiser cet impact-là? Donc, on a mesuré les émissions économisées, soit les émissions de gaz à effet de serre qui sont réduites ou qui ont été évitées par le soutien à des initiatives plus vertes, d'efficacité énergétique, plus responsables. Mais force est de constater à ce niveau-là que les émissions économisées, c'est une part infime des émissions totales financées par les banques. En fait, pour 100 tonnes de gaz à effet de serre financées, les banques n'en économisent en moyenne que 5. Aucune ne va au-delà de 10 %. Alors que pour réellement être carboneutre, les banques devraient, les émissions économisées par les banques devraient équivaloir à 100 % des émissions financées et on n'est pas du tout là. Dans notre étude aussi, aucune banque qu'on a étudiée ne s'est engagée à se retirer du secteur des énergies fossiles, ni à court ni à moyen terme. Puis certaines, et on parlait tantôt de l'importance d'indiquer ou d'informer ou de réglementer un peu la définition de ce qui constitue une finance durable, une finance verte. Certaines vont même jusqu'à présenter comme verts des produits qui ne sont pas du tout alignés sur les objectifs mondiaux pour le climat. Donc, on a un secteur entouré d'opacité qui ne fait pas sa juste part, qui rend ça difficile pour les petits et les grands investisseurs de savoir où va leur argent et à quoi il sert, alors qu'en fait, les banques, avec tout le pouvoir qu'elles ont, pourraient jouer un rôle vraiment transformateur dans l'investissement dans des énergies plus vertes, plus durables et fondamentalement être un acteur clé dans la lutte contre les changements climatiques avec tout ce qu'elles ont à leur disposition. Donc, on est en présence d'un secteur bancaire hyper vulnérable de par sa dépendance aux énergies fossiles, qui mériterait une intervention rapide et robuste des pouvoirs publics. Puis on émet des recommandations en ce sens, on en parlera plus tard, mais c'est un peu l'état dans lequel on a trouvé le secteur bancaire canadien. Un peu un potentiel non exploité. C'est fascinant, Léa. J'essaie de résumer 3 éléments que j'ai entendus dans votre réponse. Que ce soit comme client des banques, comme cotisant d'un fonds de pension qui est actionnaire des banques, comme épargnant, on est émetteur malgré nous. Et on peut pas sortir de cette équation. Absolument, même lorsqu'on nous vend des produits dits verts ou responsables. Étant donné qu'il n'y a pas de définition uniforme et que c'est difficile de voir justement dans quoi les banques investissent, puis ils n'ont pas d'engagement clair, nous, en tant que consommateurs, en tant que personnes qui avons un petit peu d'argent ou un petit peu ou beaucoup d'argent à investir, on croit un peu ce qu'on nous sert comme salade, mais la définition ou la garniture de la salade n'est pas la même pour tout le monde. Merci beaucoup. Cette relation tricotée serrée entre les banques et le secteur de production des énergies fossiles au pays semble difficile à défaire. On comprend peut-être un peu mieux la réticence qu'on mentionnait au début de la conversation
des banques qui ont adhéré à l'Alliance de Glasgow, la réticence à s'aligner sur les exigences des Nations Unies dans ce qu'on appelle la course à zéro, race to zero. Donc, il y a vraiment une difficulté parce que les liens sont difficiles à défaire. Parlons un peu d'un des grands actionnaires des banques canadiennes, la Caisse de dépôt et placement. Donc, je me tourne vers Sébastien Collard. Sébastien, vous êtes co-porte-parole de la coalition sortant de la Caisse du carbone depuis 2017, si je ne me trompe. Cette coalition regroupe plusieurs ONG et syndicats qui demandent à la Caisse de dépôt et placement de Québec de sortir complètement des hydrocarbures et de se réaligner avec ses investissements sur le secteur des énergies renouvelables ou des secteurs d'activité qui respectent les limites des écosystèmes et les droits humains. La Caisse est regardée comme un exemple ailleurs au Canada. Elle avait annoncé en 2021 les désinvestissements de toutes les compagnies du secteur de l'extraction du pétrole d'ici la fin de 2022. Cette échéance-là arrive dans moins de 2 mois. Où est-ce qu'on est là-dessus? Est-ce que la Caisse va arriver ou non? Aussi, considérant ses liens via les banques dans le secteur de l'énergie au Canada. Merci Diego pour la question. Merci pour le panel et puis ce bel échange-là qu'on a avec tout le monde ensemble, les panélistes. Et peut-être juste préciser que Daniel tout à l'heure a fait référence en lien avec mon implication à la CSN que je gérais l'épargne de nos membres. Ce n'est pas le cas là. Je veux juste préciser que je ne les gère pas. D'ailleurs, si je les gérais, j'amènerais la Caisse à aller beaucoup plus vite et vous allez voir pourquoi, parce que je vais vous parler, comme tu faisais référence, Daniel, aux dommages à nos portefeuilles ou aux risques qui peuvent être associés au placement dans les énergies fossiles. Alors oui, le 25 septembre 2021, la Caisse a annoncé son intention de sortir de toutes les compagnies exploitant le pétrole, ce qui faisait suite à une annonce antérieure au niveau de la sortie du charbon. La coalition Sortons la Caisse du carbone, bien sûr, on a salué cette décision-là qui suivait une série de publications de notre part montrant que le rendement dans les énergies fossiles est inférieur aux autres secteurs de l'économie. En effet, là, entre 2011 et 2021, à chaque année, on a étudié le portefeuille un portefeuille de 50 placements les plus importants dans le pétrole et le gaz, et on le comparait à des indices boursiers reconnus. Et seulement à 2 occasions, en 2016 et en 2021, le secteur du pétrole et du gaz a fait une meilleure performance. Et si la Caisse, en 2011, avait sorti complètement cet argent-là pour l'investir ailleurs dans l'économie, elle aurait pu générer un rendement 15 milliards elle aurait pu générer 15 milliards de plus de rendement. La Caisse a donc annoncé sa sortie du pétrole, non pas simplement sur des enjeux environnementaux, mais aussi d'abord pour répondre à des enjeux économiques. Le travail d'analyse qu'on fait nous amène à chaque année à aller voir l'ensemble des placements de la Caisse pour déterminer leur évolution. Et à la fin 2021, on remarquait qu'ils sont effectivement en train de sortir du pétrole. Par exemple, Exxon, ils ont déjà détenu 1 milliard. Il n'y en a plus de placement. CNRL, Canadian Natural Resources, en 2021 seulement, pendant cette seule année-là, ils ont sorti 70 de leurs actions. Alors, le travail avance, et ça à tel point qu'en août 2022, les compagnies pétrolières ont fait une sortie en règle contre nous pour dire, pas contre nous, mais contre la Caisse pour dire qu'elle avait perdu de l'argent pendant la pandémie à sortir ses actions du pétrole. Mais la Caisse a répondu elle-même, chiffre à l'appui, qu'elle n'avait pas perdu d'argent dans le pétrole et que, en fait, ces investissements-là, ils les avaient sortis puis ils les avaient mis dans les énergies renouvelables et ils ont montré qu'ils ont fait beaucoup plus d'argent dans ce secteur-là. Puis on a appris par la même occasion de la part de Vincent Delisle, qui est le chef des marchés liquides à la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui disait qu'il profiterait de l'embellie financière au niveau du prix du baril pour complètement sortir du pétrole en 2022. Alors, nos succès, ils montrent que les campagnes de désinvestissement, quand on les axe sur la question du rendement, ils peuvent être efficaces. Puis, à quelque part, je vais être plate un peu, là, mais vous allez peut-être me trouver le pessimiste de la gang, parce que c'est comme si
si on n'est pas capable de démontrer qu'il y a un manque de rendement, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Du moins, à la caisse, on peut se poser la question s'il avait bougé sans ça. Puis d'ailleurs, je vais vous donner une image là, qui est un peu ancienne, là, mais le bison au Canada, là, quand il s'est mis à diminuer, quand les gens observaient qu'il y en avait moins, bien, ceux qui faisaient la chasse, ils ont juste augmenté la chasse pour aller de plus en plus vite pour s'assurer leur profit à court terme jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bisons au Canada. Alors, tu sais, dans ce contexte-là, il faut pouvoir montrer le lien avec le rendement. Et on est chanceux parce que la nouvelle économie, elle est plus rentable. Et on doit déconstruire le mythe tenace de la rentabilité des énergies fossiles pour convaincre la Caisse et les autres qu'on doit sortir des énergies fossiles. Et je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus là, pour montrer comment est-ce que cette rentabilité-là dans les énergies renouvelables, si on la comprend bien, il n'y aura plus deux clans. Il n'y aura plus les écologistes d'un bord qui demandent d'en sortir et le milieu des finances, les banques, comme on nommait tout à l'heure, par exemple, qui vont mettre un frein là-dessus. Diego, tu faisais référence à la Race to Zero. Il y a une très belle citation au départ qui mentionne le côté exponentiel, qui parle qu'en 2014, seulement 1% des endroits dans le monde, ça coûtait moins cher une nouvelle installation en énergie renouvelable, solaire et éolien. Et en 2021, en 7 ans, on était rendu à 70% du monde où c'était plus rentable de construire ces nouvelles technologies-là. Alors, nous, là, à la Coalition, on n'a pas terminé notre travail. Le pétrole, c'est un pas, mais on va aller plus loin. On veut que la Caisse sorte du transport du pétrole. On veut qu'elle sorte aussi de l'exploitation du gaz naturel. Et dans le cadre de la Race to Zero, on lui demande de poser des gestes. On lui demande de faire en sorte, là, par exemple, de diminuer ses émissions là, en termes absolus. Et on lui demande aussi de mettre pression sur les banques pour faire en sorte qu'elles fassent leur travail, eux autres aussi, de leur côté. Merci beaucoup. Mais dans ces premiers tours, on a identifié beaucoup d'obstacles, certains qui semblent être structurels. Là, je vais revenir vers vous, sénatrice, parce que vous savez travailler longtemps avant de déposer votre projet de loi, qui a été amplement analysé et commenté par les médias et par les groupes environnementaux. J'aimerais savoir, dans ces projets de loi sur la finance alignée sur le climat, lors de son élaboration, lors de son écriture, vous avez déjà pu constater les différentes oppositions ou des arguments qui allaient venir contre votre idée. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des forces qui s'opposent à faire avancer votre idée? Merci, merci Diego. En fait, officiellement, personne n'est opposé parce que personne ne peut être contre la vertu. Il n'y a rien dans notre projet de loi qui cause des dommages à qui quelconque. Comme les panélistes juste avant l'ont mentionné, au contraire, il y a plein d'opportunités pour faire du profit et avoir la clean green growth. Donc, on le sait que la technologie des énergies renouvelables sont en chute libre en prix parce qu'ils suivent une courbe de connaissances. On sait qu'il y a de moins en moins de pétrole conventionnel qui est juste et prêt à être extrait, puis exporté, puis vendu. Nous, on parle des sables bitumineuses dans lesquels il faut vraiment appliquer beaucoup de pression, beaucoup d'énergie, de transport, de diluants, et qu'on les vend à vraiment très peu par rapport à d'autres types de pétrole. Et donc, il faut y aller beaucoup plus loin dans les profonds des océans pour aller chercher. Donc, on sait que personne nous dit non, un item de votre projet de loi n'est pas bon. Non, il n'y a personne. Au contraire, tout le monde nous dit que c'est nécessaire. La question est la vitesse à laquelle puis laisser les secteurs s'auto-réglementaires. C'est ça. Tout le monde, les superintendants nous a dit la même chose, superintendants
OSFI, des institutions financières, il nous a dit aussi, nous, on va avec vous, on est d'accord avec vous, l'association des banques, on est avec vous, si vous pouvez ajouter plus de la transition juste, ça serait mieux. Puis, je fais plein de conférences et panels avec des investisseurs pour tous leurs produits, pour les prêts, pour les investissements, mais aussi pour les conseils qu'ils donnent. Et ils sont d'accord, en fait, à cette question de double matérialité, dans le sens que, d'un côté, les banques ont peur justement de la transition parce que la technologie change. Ils ont peur des reputational risks, les risques de la réputation. Prenons par exemple RBC et la friction qu'il y a avec les peuples autochtones pour la construction d'un pipeline. Prenons par exemple les assureurs qui ne veulent plus assurer les infrastructures. Et donc, il y a cette peur de cette transition physique et de transition, mais d'autre côté, il y a le financement encore des combustibles fossiles. Et donc, on se rend compte que même si on est dans une époque où les désinvestissements a atteint des sommets historiques parce qu'on a retiré de l'argent des combustibles fossiles, le problème, c'est que les banques canadiennes ont pris ces espaces, puis on se trouve à augmenter les risques. Donc, les banques sont propriétaires aujourd'hui des infrastructures qui pourraient devenir des infrastructures qui vont perdre la valeur, pas seulement parce qu'on va changer de la technologie, mais par exemple, à chaque année, le Canada vit des événements climatiques extrêmes qui détruisent des infrastructures très coûteuses avant la fin utile. Donc, à un moment donné, il n'y aura pas d'assureur, puis il n'y aura pas d'investisseur qui va vouloir investir dans de nouvelles, dans la reconstruction de ces infrastructures. Prenons par exemple la Colombie-Britannique, après l'inondation, la rivière atmosphérique qui a brisé les infrastructures essentielles. Donc, nous avons consulté beaucoup de gens. Pendant plus d'un an, on a consulté des gens à l'académie, des gens dans les universités, on a consulté des représentants des secteurs financiers, puis aussi des think tanks, puis les sociétés, puis les ONG et tout le monde. Donc, on a pris du temps pour identifier les défis, identifier les lacunes, puis on a proposé ce projet de loi qui a 7 éléments. Je ne parlerai pas de tous ces éléments, mais 7 éléments très importants. Notamment, le premier, c'est la considération de l'obligation fiduciaire. Parce qu'on a entendu beaucoup de gens dire notre obligation fiduciaire, c'est de rapporter des profits à les investisseurs. Mais la Cour a déjà expliqué aux administrateurs des entreprises que c'est l'intérêt de toutes les parties prenantes et ça doit respecter le bien-être, les bénéfices. Ce n'est pas seulement les bénéfices économiques, ça peut rentrer les bénéfices physiques, environnementaux, etc. Donc, nous, on veut que ça soit clair, que dans l'obligation fiduciaire, soit clair qu'ils ont une responsabilité face à la question climatique, à les risques climatiques. Dans là-dedans, on dit aussi que ce n'est pas seulement suffisant de déclarer les risques climatiques. Il faut aller au-delà de la déclaration du risque climatique, parce que sinon, ça serait comme un docteur qui dit à un patient, vous savez du cancer au poumon, puis on lui dit même pas arrête de fumer. Il faut lui dire d'abord arrêtez de fumer, puis suite après, il faut lui dire un plan, une stratégie, et puis c'est ça dans la deuxième partie de l'action de notre projet de loi, c'est de demander des plans, des cibles basés sur la science pour montrer que l'institution financière est en alignement avec les engagements climatiques. Donc, la loi de carboneutralité, l'accord de Paris, la convention avec les Nations Unies. Ensuite de ça, c'est ce qu'on a remarqué, c'est que dans les tables de décision, il n'y a pas d'expertise climatique. Il n'y en a pas. Et ça, c'est vraiment tellement flagrant. Donc, comment demander à une institution de faire des projections, de faire des analyses, quand c'est seulement une vision tunnel au niveau des
revenus, retour et revenus, sans tenir compte du monde réel. Le monde réel qui dit qu'on dépasse les limites planétaires, on ne peut pas continuer d'extraire à l'infini, à exploiter un système, un modèle économique infini dans une planète de ressources finites. On ne peut pas. Et donc, on voit que l'économie fait partie de l'environnement et pas le contraire. Et à chaque fois qu'il y a eu des crises, la société ne peut pas changer les règles physiques, biologiques, chimiques de la planète, elle peut seulement changer les règles de notre système socio-économique. Donc, on veut aussi donc que l'expertise climatique ou expertise en énergie rentre dans la décision, éliminer les conflits d'intérêts dont j'ai parlé avant, puis finalement faire un rapport de progrès constant, à façon de nous faire la démonstration que finalement on arrive au résultat et que c'est une chose qui manque. L'un de nos items dans notre projet de loi va déclencher, c'est ce que la loi de carbone neutralité avait prévu, c'est-à-dire que cette année, normalement, la ministre des Finances aurait dû déjà présenter un plan de comment on allait arriver en pratique à atteindre la neutralité, parce que la pièce manquante, c'est le système financier, mais elle ne l'a pas faite encore. Et oui, on comprend, on est dans la crise encore, on est dans la COVID, mais quand même, sans ça, il n'y a pas de trigger, il n'y a pas de déclencheur de cette machine, de cette pièce qui manque dans la machine. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. En fait, pendant que vous répondiez, quand vous avez évoqué la question de l'obligation fiduciaire, je voyais dans le chat, dans la conversation, que certaines des personnes qui sont avec nous aujourd'hui évoquaient les PIB comme étant un concept limité, qui peut-être ce n'était pas les meilleurs paramètres. Pourtant, comme Sébastien disait, on est souvent obligé de se rebattre sur la matérialité financière des décisions pour pouvoir avoir un dialogue qui avance. C'est ce qui est limitant, mais dans certains cas aussi, ça nous permet d'avancer parce que pour l'instant, c'est le type de langage disons, ce ne sont pas nous qui décidons les règles de jeu pour l'instant, mais c'était vraiment intéressant de voir comment vos commentaires sur le devoir fiduciaire faisaient écho à la discussion qu'on a en parallèle. Je vais me rendre à la dernière question qui est adressée à tous. Donc, ici, on a un segment plus long et on peut, d'une certaine façon, revenir sur tout. C'est ce qui a été dit. Donc, je vous invite à se faire parce que vous avez des parcours et des expertises très différents. Donc, je vais formuler la question et on va commencer avec Daniel. Donc, par rapport aux différents freins et obstacles à la finance durable, puis on a énuméré au moins 5 dans la dernière demi-heure, et par rapport aux désinvestissements, quelles sont selon vous les prochaines étapes qu'on doit envisager pour accélérer la transition de notre système financier vers la carboneutralité? Daniel, du côté des actionnaires, c'est quoi les prochaines étapes? Du côté de la finance institutionnelle, je pense qu'il faut faire quand même quelques distinctions. Là, puis j'essayais d'en faire une en parlant des administrateurs des biens d'autrui. Il y en a qui ne se considèrent pas comme tels, je comprends, mais ils agissent pourtant. Mais je pense qu'il faut... la question de la sénatrice, elle a été soulevée dans son projet de loi. On en parle à beaucoup d'égards. Il faut une accélération de la mobilisation du secteur financier pour ce qui est de ce que le secteur financier peut livrer sur ces questions-là. Puis il faut effectivement déverrouiller un certain nombre de concepts et ça fait longtemps que je prétends que la question de la responsabilité fiduciaire doit être clarifiée par les régulateurs. C'est déjà un premier champ d'intervention parce que présentement, les gens qui ne font rien ou à peu près prétextent beaucoup que ça compromettrait la conformité de l'exercice de leur responsabilité à l'égard de la gestion des biens d'autrui. Donc, c'est déjà un frein qui est évoqué par beaucoup de personnes, même si parallèlement, on a des démonstrations qui disent en réalité, on peut le faire, mais
Et j'ai cette conviction-là que le cadre réglementaire actuel n'est pas un obstacle en soi, mais c'est comme ça que la majorité des acteurs le perçoivent. Alors, on a besoin d'un signal clair du côté des gouvernements que celui qui fixe les règles considère que c'est la bonne chose à faire et que le cadre réglementaire actuel le permet, ou s'il ne le permet pas, on le change et ça presse. Et là-dessus, j'invite l'auditoire puis mes collègues à prendre connaissance du rapport que Finance Montréal a publié qui traite de la question de l'exercice de la responsabilité fiduciaire dans le cadre normatif qui existe au Québec pour les caisses de retraite. Puis là, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de caisses de retraite qui ne relèvent pas des mêmes exigences que ce sur quoi Sébastien, lui, travaille. Donc, la Caisse de dépôt existe en vertu de lois particulières. La plupart des caisses de retraite au Québec sont assujetties à la loi sur les régimes complémentaires de retraite. Et spécifiquement, les études qu'on a faites focalisaient sur cet univers-là. Et puis, en effet, la question du désinvestissement, personnellement, j'ai des visions pas nécessairement totalement convergentes avec celles que portait le mouvement auquel contribue Sébastien, mais on est parfaitement d'accord sur la nécessité d'un horizon de désinvestissement total. Et je crois fermement que la posture d'évoluer avec la décroissance des énergies fossiles dans l'économie, donc la question n'est pas nécessairement là, à savoir si ça va être parfaitement symétrique ou quoi que ce soit, mais il faut agir sur la totalité des pièces mobiles qui agissent sur le rôle du secteur fossile dans nos économies, c'est-à-dire donc autant ceux qui les financent, autant ceux qui les transportent, autant ceux qui en produisent, qui en extraient, qui le commercialisent, qui le raffinent, etc. Donc oui, il faut peser sur le système pour que le système adopte... Puis 2050, c'est trop loin, à mon avis. Là. Donc, étant donné que les derniers millions de tonnes de GES vont être extrêmement difficiles à extraire de nos économies, le mythe de la technologie aussi doit être combattu. Il n'y aura pas de solution miracle technologique, sinon que de nous amener à attendre trop tard, à mon avis. Donc, et c'est ce que, personnellement, je m'emploie à faire au niveau des caisses de retraite que j'ai dirigées, puis aujourd'hui, avec les services qu'on donne à d'autres investisseurs institutionnels, à savoir d'avoir un plan climat, d'accompagner cette transition juste, donc en se préoccupant tout autant des enjeux sociétaux qui accompagnent un tel changement de cap pour une économie mondiale. C'est de ça qu'on parle ici. C'est quand même un très gros défi à relever. Alors, il faut vraiment que les investisseurs institutionnels ont un rôle extrêmement... Et puis après ça, tout ce que Sébastien a dit, je le partage, puis c'est ça que le fonds de pension que je dirigeais fait, transiter, sortir progressivement du pétrole, investir dans les technologies porteuses de renouvelables, d'économie d'énergie, etc. Il y en a toute une panoplie là, de secteurs qui peuvent avoir des contributions positives. Et donc, il faut faire ce virage-là. Puis, en faisant ça, il faut continuer d'aller voir nos compagnies qu'on a dans nos portefeuilles pour qu'elles le fassent elles aussi. Alors, on a besoin d'une économie qui se décarbonise pour avoir... Puis là, je pourrais vous parler des rendements. C'est certain qu'on a des démonstrations que le secteur énergétique, dans un contexte de décarbonation de l'économie, est un secteur bien davantage risqué qu'il ne l'a jamais été. La question des actifs inexploitables, par exemple, ce qu'on appelle les stranded assets, c'est certain que vous prenez un pari sur la survie du pétrole dans notre économie quand vous achetez des actions d'une société pétrolière ou d'une société qui va transporter du pétrole ou d'une banque qui va financer le pétrole. Mais il faut pas... Ce n'est pas comme un coup de baguette magique. Le secteur financier, ce n'est pas un instrument de révolution. Il faut être très lucide par rapport à ça. Il faut on parle de baser sur la science et puis, pour l'instant, la science nous dit qu'on a jusqu'à 2050, puis il faut que ça arrive en 2050. Alors aujourd'hui, toutes les banques canadiennes, puis c'est ça qu'on essaie de les amener à faire, pour parler très concrètement, Diego, ont toutes des cibles à 2050. On est d'accord?
Il n'y a pas une banque canadienne qui ne dit pas ils sont tous dans la Glasgow Alliance. Ils vont tous être carboneutres en 2050, mais aucun n'a de cible intérimaire. Et ça, c'est un saut dans le vide. On est bien conscient. Bon, maintenant, le Canada se donne des cibles intérimaires. Ça, c'est pas si mal. Daniel, je ne voudrais pas qu'on joue trop dans les temps des paroles des autres. Ah, moi non plus, je ne veux absolument pas faire ça, mais ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup de choses à dire. Non, on les sent, c'est excellent, mais voilà, vous dites les banques dans les Glasgow Alliance, on s'était dit au départ qu'elles risquent de tomber en dehors de l'assiette parce que là, les exigences... Oui, mais c'est pour pointer sur de quel problème on parle. Glasgow, c'est juste une association. Parmi d'autres, il y en a plein d'autres. Ils vont trouver une autre association dont ils vont faire partie. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que donner des cibles de 2050 sans avoir aucun scénario pour d'ici 2050, ce n'est pas crédible. Et je suis entièrement d'accord avec notre collègue qui en a fait la démonstration éloquente par son étude. Absolument. Sébastien, là, Daniel, il parlait des lois habilitantes, la loi de la Caisse de placement, la loi sur le régime des retraites complémentaires. Dans les étapes suivantes, on a vu dans les élections qu'il y a eu au Québec récemment qu'il y avait au moins 3 partis qui demandaient les désinvestissements de la Caisse et un meilleur encadrement ou une précision accrue de l'étendue de son obligation fiduciaire. Depuis la coalition sortant de la Caisse du carbone, est-ce que tu vois une fonction pour la question du devoir fiduciaire dans l'accélération de la décarbonisation? En fait, excuse-moi, ta question me surprend un petit peu. Est-ce que je vois que la Caisse, dans sa position fiduciaire, pourrait... Dans les prochaines étapes qu'on est en train d'évoquer dans ce tour de questions, oui. Est-ce que ça rentre dans l'équation? Oui, bien effectivement. Bien, la Caisse, bon, tu sais, d'abord, tout à l'heure, j'ai parlé là, du mythe là, du rendement des énergies fossiles, mais tu sais, il n'y a pas juste ce problème-là, il n'y a pas juste ce frein-là auquel on fait face. Là, il y a aussi toute notre dépendance face aux énergies fossiles. Puis dans cette dépendance-là, puis ça, personne ne va le nier ici. Là, je ne pense pas là, que personne ne va nier qu'il y a une dépendance de notre société aux énergies fossiles. Puis d'ailleurs, j'en profite là, pour dire, vu que je suis du secteur de la santé, vu que je suis un psychologue, pour dire qu'on ne se débarrasse pas d'une dépendance en l'enlevant par rien, en la remplaçant par rien. Il faut comme... Puis, tu sais, en passant, là, les données sont assez claires. Là. Si vous prenez des dépendances comme celles par rapport au tabac ou à l'alcoolisme, souvent, les gens s'en débarrassent au moment où ils tombent en amour parce qu'une nouvelle passion en remplace l'ancienne. OK? Donc, excusez-moi d'être imagé comme ça, là, mais bon, donc, si je ramène ça aux gestionnaires de portefeuille, en bons dépendants, là, les gestionnaires de portefeuille, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux autres? Bien, il faut les amener, il faut les occuper, hein, parce que sinon, ils vont avoir toujours tendance à garder des énergies fossiles dans leur portefeuille. Et une de leurs manières, là, les membres de l'Alliance pourraient très bien faire ça, là, associer la rémunération de leurs dirigeants aux émissions des portefeuilles qu'ils gèrent. Ça, je pense que c'est une solution. Et la Caisse de dépôt et placement du Québec l'a fait et on voit les impacts positifs que ça a. On voit que ça amène régulièrement là, à diminuer les émissions associées à leur portefeuille. Là, ensuite, dans les autres éléments là, que je vois à court terme qui est important, puis j'écoutais là, les choses qui étaient dites et on parle de la vitesse. Hein? Rosa, en fait, Madame, excusez, j'aurais dû dire Mme Galvin. Non, c'est bon, Rosa, vous êtes bien gentil. Donc, vous avez parlé du rythme, puis qu'il y a une différence de perception de rythme. Tout à l'heure, Daniel a évoqué à quel moment est-ce que ça va arriver. Bien, je pense qu'on ne se pose pas assez, puis j'ai parlé de remplacer une dépendance par une nouvelle passion. Notre nouvelle passion, c'est les énergies renouvelables. Notre ancienne, c'est les énergies fossiles. On ne comprend pas à quelle vitesse ça va arriver. On ne se pose pas. Je lis là, régulièrement des sites spécialisés, l'actualité. On ne se pose pas la question à quel moment est-ce qu'on va avoir complètement transformé notre économie. Puis avant de la transformer, je fais juste une petite parenthèse, on pourrait faire de l'économie d'énergie. Hein? Ça, c'est encore mieux qu'avoir besoin de la remplacer. Si on prend le transport en commun, si l'industrie diminue ses besoins de chaleur, si on isole nos maisons, on va avoir moins besoin d'énergie renouvelable.
Mais bon, j'ai dit que j'étais pessimiste. Alors, en bon pessimiste, on va faire comme si on n'était pas capable de la réduire, notre consommation d'énergie, pour étudier le pire des scénarios. Alors, il faut savoir que les énergies renouvelables, ce sont des produits manufacturés. À chaque fois qu'on double leur production, on a une baisse prévisible des prix. Puis la baisse des prix amène une augmentation de la consommation et on est dans une spirale positive comme celle-là qui est exponentielle et qui est continue et qui est documentée. Et pour vous donner une image future de ça, pour l'énergie solaire, ça a pris 40 ans pour bâtir 1000 gigawatts d'installation. C'est énorme, là, 1000 gigawatts. Ça a pris 40 ans pour construire ça. Eh bien, ce qui est en production actuellement là, dans le monde pour la composante la plus importante, le polysilicone, ce ne sera pas en 40 ans qu'on va produire ça en 2030. Ça va être à chaque année, on va produire 1000 gigawatts d'énergie solaire. Quand on prend les données sur la consommation mondiale d'énergie, les meilleures revues statistiques qui existent, on parle de BP, et quand on prend ces données-là, puis qu'on continue avec je vais le faire de ce sens-là, quand on continue avec la croissance connue, 30 annuelle pour l'énergie solaire, 15 pour l'éolien, quand on poursuit la courbe, on voit que l'ensemble de la production électrique mondiale actuellement fournie par le charbon, le gaz et le pétrole, l'ensemble de cette électricité-là va pouvoir être fournie par les énergies renouvelables en 2032. Ça, c'est dans 10 ans. Puis si on continue comme ça avec nos autres besoins d'énergie, transport, procédés industriels, etc., on parle de 2036. Dans 14 ans, l'ensemble de l'énergie actuellement fournie par les énergies fossiles dans le monde va pouvoir être remplacée par les énergies renouvelables. Si on comprend bien cette vision-là, je le répète encore une fois, tout le monde va aller dans le même sens. Il n'y a plus une banque. Tout de suite, là, les gens vont comprendre. On a parlé, là, Daniel en a bien parlé tout à l'heure, des stranded assets, des actifs échoués. Tout le monde va comprendre tout de suite qu'il n'y a plus d'argent à mettre là et qu'on doit, et l'Alliance, qui est des montants colossaux, qui a un nombre d'institutions financières colossales, vont pouvoir prendre leur argent qu'ils placent actuellement dans l'énergie et le placer dans les énergies renouvelables en espérant avoir un meilleur rendement. Léa, on est jusqu'au cou dans le pétrole avec nos banques canadiennes, nous avec nos banques. C'est comme si Pénélope n'arrivait pas à défaire son tricot, on ne peut pas s'en sortir. Comment est-ce qu'on peut changer le récit? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous savez tout dénoncer, c'est expliqué d'une façon extrêmement claire. On s'en va où maintenant? Bien, en ce moment, on a des plusieurs à dire, les activités de financement des grandes banques, mais aussi leurs pratiques en matière de transparence, c'est-à-dire en compilation, puis en divulgation, puis réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, notamment de leur portefeuille, sont incohérents avec l'urgence de la situation. C'est juste intenable de poursuivre comme ça. Puis comme on disait, 2050, c'est loin, surtout quand on n'a pas de programme clair ni d'objectifs intérimaires. Donc, les banques, en ce moment, ont démontré que toutes seules, elles n'allaient pas assez vite, puis n'avaient pas assez de force pour aller de l'avant, pour en fait faire leur juste part dans cet enjeu collectif-là, au final. Donc, c'est un peu la conclusion principale à laquelle on arrive dans notre rapport, c'est que les pouvoirs publics doivent mettre leurs pieds à terre, doivent aller de l'avant, puis instaurer un cadre qui va permettre d'avancer vers une finance durable, avec une définition claire de ce que ça constitue. Et donc, de manière générale, on dit dans le rapport, on est d'accord avec la plupart des conclusions qui sont contenues au projet de loi S243 parrainé par la sénatrice Galvez, notamment que les risques financiers liés au climat, ça ne doit pas être traité comme un risque normal, un risque ordinaire. Ce sont des risques qui sont caractérisés par une incertitude, des conséquences irréversibles, qui nécessitent une approche distincte et assez stricte de réglementation, que le fait de continuer à soutenir financièrement les activités à forte émission de carbone, ça accroît les risques qui menacent la stabilité de notre marché financier. Au Canada, on est particulièrement vulnérable étant donné la grande dépendance de ce secteur-là sur les énergies fossiles, on en a parlé. Puis que pour combattre efficacement les changements climatiques, il faut que les investissements
dans l'innovation, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les technologies non polluantes, ça remplace les investissements dans les activités à forte émission de carbone et de gaz à effet de serre. Donc, cela dit, même si tout arrivait pour le mieux puis que le projet de loi était adopté, ça serait un pas dans la bonne direction, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça encore puis imposer une véritable mesure contraignante pour réduire les émissions financières. Donc, au sein de notre étude, Oxfam Québec et l'IREC émettent 6 recommandations au niveau de la divulgation, qu'on divulgue l'empreinte carbone de l'ensemble des prêts et investissements des banques canadiennes, qu'elles prennent en compte plus systématiquement le risque climatique lié à ces prêts et investissements-là, qu'il y ait l'obligation de publier d'ici 2 ans, un plan d'action clair, précis, avec des cibles réalistes visant à atteindre la carboneutralité de leur portefeuille, que les gouvernements instaurent des normes claires pour réglementer ce que constitue un fonds vert ou un fonds éco-responsable, puis que les gouvernements et les sociétés d'État, elles aussi, se désengagent du secteur des énergies fossiles assez rapidement. Donc, ce qui est clair, je pense qu'on est d'accord ici, c'est qu'il y a un virage majeur qui s'impose, puis que c'est à nous tous collectivement de l'exiger en tant que personnes qui avons de l'argent à placer. On a quand même un pouvoir d'exiger non seulement de nos pouvoirs publics qui réglementent les banques, mais aussi d'exiger de nos banques qu'elles soient plus transparentes sur qu'est-ce qu'elles font avec notre argent, où est placé notre argent, à quoi sert notre argent. Donc, on soumet des recommandations générales au gouvernement, aux provinces, aux autorités de régulation. Je pense qu'on a tous notre rôle à jouer pour que les banques, justement, réalisent non seulement leur potentiel, mais leur responsabilité dans cet enjeu-là, qui est l'affaire de tous, en fait. Une micro sous-question sur ça, pour nous tous, pour le public. Qu'est-ce que les citoyens néophytes, non initiés à ces questions, peuvent faire avec la tonne d'informations qu'on vient de lancer, qui semble assez sérieuse, comme clients, comme épargnants, comme actionnaires? Qu'est-ce que les citoyens communs peuvent faire pour accélérer en attendant que les cadres législatifs et réglementaires s'appliquent? Je pense qu'on peut poser des questions. Je pense qu'on peut demander à s'informer. Je pense que quand on va voir notre conseiller financier, on peut poser des questions, demander à voir exactement dans quel type de fonds est-ce que notre argent, notre fonds de retraite est investi, s'informer, mais poser des questions. On a un pouvoir de s'informer, puis plus de gens demandent, plus de gens exigent une certaine transparence, plus en fait les banques vont avoir une pression pour être transparentes et être plus ouvertes quant à leur pratique. Je pense aussi qu'on a le droit de voter avec nos décisions, de où on met notre argent ou pas, d'exiger aussi des produits réellement verts de nos banques, puis de menacer d'enlever notre argent. Je pense aussi que si on a investi dans des entreprises ou qu'on a des fonds de retraite, on peut demander à investir dans des entreprises moins polluantes, des entreprises d'énergie renouvelable, de nouvelles technologies non polluantes. Je pense qu'on a ce pouvoir-là, qu'on ait un petit revenu, qu'on soit un milliardaire qui peut investir dans de grandes entreprises. Donc, en forçant cette pression-là, ça va forcer une certaine transparence. Je pense qu'il y a ça aussi. Puis, à plus petite échelle, on a de la documentation, les gens peuvent aller sur le site des partenaires du dialogue pour le climat. Juste le fait qu'il y ait des gens ici, c'est une bonne étape. On peut aller signer des pétitions, on peut demander ça. Donc, il y a plusieurs façons avec lesquelles on peut s'informer, poser des questions, puis agir, même si on est juste un individu. Excellent, merci beaucoup. Vous parlez du langage de la finance. On va matérialiser le risque de notre mécontentement. Madame Galvez, je vous laisse le mot de la fin. On s'en va où? Vous savez déposer votre projet de loi. On s'en va où? Oui, merci beaucoup. Vous savez, quand on a commencé à regarder toute cette situation-là, le premier objectif, c'était d'éduquer. C'était d'adresser l'éléphant dans la salle parce que peu de gens parlaient des finances. Quel était le rôle des finances dans le chemin vers la décarbonisation de notre économie? Alors, on voit, ça se matérialise, que de plus en plus, il y a cette demande. Je peux vous dire personnellement qu'à chaque semaine, si ce n'est pas 2,
J'en ai 3 demandes de présentation pour discuter de ces problèmes-là. Donc, les gens commencent à être conscients de la situation. Donc, continuez à lire, à s'informer, à poser des questions, à poser des questions à vos élus, aux sénateurs. Écrivez. On a tous des courriels électroniques, on doit tous lire, on les lit tous. Et il y a des pétitions aussi. Donc, ça, c'est les codes. Et de s'organiser comme on vient de faire aujourd'hui. De s'organiser pour parler, pour en discuter, pour apprendre entre nous, échanger des informations. Mais une autre chose que je voulais mentionner, c'est que par rapport, quand on compare la situation des finances durables du Canada dans le monde, nous, on est très en arrière. Et la situation est due exactement à cette connivence entre nos banques et puis l'industrie du pétrole. Okay? On le sait. Rappelez-vous que le gouvernement donne au secteur pétrolier des subventions énormes lorsque l'on compare à d'autres secteurs. Une première chose, c'est de demander au gouvernement d'arrêter de donner ces subventions-là. Parce qu'on parle de libre marché, mais en réalité, ce n'est pas du libre marché puisqu'on donne tellement de subventions qu'on cause des distorsions dans le libre marché. Donc, il y a de ces incohérences qui ne fonctionnent plus. Le Canada a promis depuis 2015 d'arrêter et on peut s'enforger dans les définitions des subventions inefficaces, mais en réalité, toute subvention dans n'importe quelle forme devrait être arrêtée parce que ça distorsionne le libre marché. Donc, ça, c'est à demander. Mais l'autre chose, c'est que, comme je disais, on est en retard. Lorsqu'on regarde l'Europe avec sa taxonomie verte, lorsqu'on regarde les États-Unis avec sa nouvelle loi sur la réduction de l'inflation, lorsqu'on regarde la Securities Office des États-Unis, où on demande que les compagnies déclarent les émissions en amont, en aval, Scope 1, Scope 2, Scope 3. Donc, là, ce qu'on se rend compte, c'est que nos partenaires, nos business partners, puis nos clients sont en train d'avancer dans ce sens à une vitesse V grande, puis nous, on n'a même pas démarré. Donc, d'une façon ou d'une autre, on fait qu'augmenter les risques. La transition devait se prolonger sur une quarantaine d'années, trentaine d'années. En tant qu'ingénieur, ça fait 20 ans qu'on enseigne aux ingénieurs qu'on est en transition. Imaginez-vous la frustration des ingénieurs de ne pas pouvoir réaliser tous les portfolios d'énergie renouvelable que l'on trouve en Europe. Nos ingénieurs partent ailleurs parce que ils peuvent, l'ingéniosité, la créativité, les connaissances peuvent l'appliquer ailleurs. Au Canada, on a encore beaucoup de restrictions. On ne peut pas faire des panneaux solaires, on peut pas dans notre maison, on ne peut pas. Il y a beaucoup de choses à faire. Et en tant qu'ingénieur, on pourrait parler de ça au niveau des codes du bâtiment. Et effectivement, la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'a pas besoin. Et donc, le Canada est en retard par rapport à ça et ça va impacter encore de plus notre économie. Et donc, on doit accélérer, on doit se réveiller, puis on doit suivre les flux, les mouvements. Et je pense qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix. Merci. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup d'éléments dans votre réponse. Et je pense qu'on a vraiment encouragé les gens qui sont avec nous à poser des questions. J'ai vu plusieurs questions défiler très vite dans le chat. À ce moment, on vous invite à lever la main. Ici, Léa Van Dyke m'indique qu'on peut ouvrir le microphone des participants. Donc, ça va être premier arrivé, premier servi. J'imagine qu'on aura le temps de passer à travers 3 ou 4 questions. Il y en a très intéressantes dans le chat. Donc, vous pouvez lire vos propres questions. Je vous demanderai que ça soit vraiment sous la forme de questions. C'est plus facile. Et si vous avez une préférence pour la personne qui devrait répondre, indiquez-le. La question s'adresse à. Donc, Léa, je te laisse ouvrir les microphones dans l'ordre dans lequel tu as vu apparaître les mains levées. Donc,
Thomas Geoffrey Bozelli a levé la main et son micro est ouvert si jamais vous souhaitez poser votre question. Oui, c'est moi. Bonjour à tout le monde. Merci en tout cas pour cette intervention. C'était vraiment très intéressant. Et j'avais posé une question sur le chat. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'importe. C'est beaucoup sur la différenciation entre les dires et les agissements. Et je trouve qu'il y a vraiment une grosse dichotomie entre les dires et les agissements, surtout par exemple du gouvernement du Canada. Par exemple, il y a eu un communiqué en 2021 qui disait qu'ils allaient cesser tout nouveau soutien public direct au secteur international de la production soutenue d'énergie à partir de combustibles fossiles d'ici la fin de 2022. Et après, on a eu une histoire avec une grosse controverse où Ottawa donnait son aval au projet pétrolier à Baie du Nord, qui est un projet d'énergie fossile et de pétrole. Donc, est-ce que, on peut dire, je n'aime pas trop ce mot-là, mais est-ce que, même dans le secteur privé ou même gouvernemental, on ne parle pas de greenwashing, dans le sens qu'on dit, oui, c'est beau, on veut faire beaucoup d'environnement, on veut beaucoup faire de choses, etc. Mais à côté, dans les agissements, on soutient quand même et encore les projets pétroliers. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux essayer de répondre? Oui. Alors, il faut se mettre dans la tête d'un politicien pour comprendre cette décision-là. J'ai eu les ministres de l'Environnement, j'ai eu les ministres des Ressources naturelles au sujet de cette situation-là, que moi aussi, absolument n'importe quelle personne logique trouve ça incohérent. Mais après réflexion, je me rends compte de 3 éléments concernant ce projet-là. Un, ça va prendre beaucoup d'années. Et donc, beaucoup de choses peuvent se passer, comme par exemple qu'en prochaine évaluation économique disent que finalement, ce projet-là ne devait pas avoir lieu. Mais le problème, c'est que nous avons vendu des permis pour exploitation et si on n'exploite pas, le Canada doit payer. Et on ne nous dit pas exactement de quel ordre de grandeur c'est ça. Et l'autre chose que je peux mentionner au sujet de ce projet, c'est que j'ai demandé qu'est-ce qui arrivait avec les projets de Muskrat Falls. Parce que si on a besoin d'énergie, si on a besoin d'un levier économique pour développer une province et qu'il y a déjà un gros projet hydroélectrique, alors pourquoi le gouvernement décide de donner des permis à Baie du Nord quand il y a ces grands projets de Muskrat Falls? Alors, je me rends compte à ce moment-là que, évidemment, la géopolitique, même la géopolitique proche à nous est difficile parce que vous vous rappellerez, par exemple, que Hydro-Québec a voulu vendre de l'hydroélectricité à des États dans les Nouvelle-Angleterre et que c'est les fonds de pension des Ontariens qui s'est opposé à que le Canada puisse exporter. Donc, on se tire dans les pieds par cette question-là des provinces versus fédérales, etc., et de la compétition. Donc, il faut soulever ces incohérences parce que plus on va les soulever, plus le gouvernement va être dans l'embarras de devoir expliquer ces incohérences. Merci beaucoup. Avant de passer, je crois qu'il y a une personne qui avait posé une question. Je vois une toute plus haut qui me semble particulièrement intéressante. Ça s'adresse à tous. Et c'est une question de Robin Massicotte qui dit, est-ce que la finance peut vraiment faire partie de la solution considérant qu'elle se base sur la croissance infinie? Je ne sais pas qui a envie de prendre cette question-là. Je la trouve particulièrement intéressante. OK, je vais me lancer. Donc, la première chose à faire, c'est de découpler les émissions de gaz à effet de serre du produit interne brut. OK? Donc, ça serait la première chose. Dans les G7, il y a au moins 6 pays qui l'ont atteint. Les UK a atteint cet objectif, New Zealand a atteint cet objectif-là. Nous, au Canada, on n'a pas fait ça. Mais une fois qu'on aurait pu découpler les émissions de la croissance économique, à ce moment-là, la deuxième question, c'est de se demander quel est le taux de croissance et les types de croissance que l'on veut, que l'on désire. Donc,
Est-ce que c'est un 2%, 1%, un 3%? C'est la Chine a été déjà dans le 9%, 8%, mais nous, est-ce qu'on a besoin de ça? Donc, c'est les types de croissance. Pourquoi pas une croissance stationnaire de vraiment juste le nécessaire parce qu'il y a des inégalités sociales. Donc, il y a, même dans le Canada, dans le Canada, quand on parle de populations vulnérables, on voit que ces inégalités sont vraiment extrêmes. On a beaucoup de gens itinérants. On doit on doit monter ça. Et pour ça, les gens vont dire, bon, on a besoin de croissance. Puis après ça, bon, c'est quel type de croissance? Peut-être une croissance plus au niveau social, l'accès à tout, à air propre, eau propre, accès à la démocratie, à la paix, à la justice, à la santé. Et donc, il y a ces questions-là préalables. Puis je me dis un jour, peut-être, je ne sais pas si je vais être encore vivant, mais parler de décroissance. Merci infiniment. Je pense qu'on a le temps encore de passer à travers une ou deux questions. Et il y a Madame Marie Martal qui avait son micro. Ah, Sébastien, tu voulais apporter un complément de réponse? Vas-y, rapidement. Oui, ben en fait, c'est parce que la question de la décroissance est quand même une question qui peut être très large là, et considérer vraiment beaucoup d'aspects à l'intérieur de notre économie. Mme Galvez vient de le mentionner, là, certainement qu'il doit y avoir une décroissance au niveau de la consommation de carbone et le découplage, et on doit arriver, dans le fond, à éliminer complètement nos émissions. Et la question se pose dans ce contexte-là si à quelque part la croissance de l'économie pourrait continuer. Et je vais juste poser la question, là, je ne réponds pas. Est-ce que la croissance de l'économie pourrait continuer dans une situation d'émission zéro? Je pense que la question est importante. Puis on a un exemple de transition écologique sur le plan mondial qui a marché face à un enjeu qui était majeur et qui menaçait notre survie, et c'est la couche d'ozone. Okay? Et dans ce contexte-là, on a réussi avec une alliance mondiale parce que les compagnies qui étaient en place à ce moment-là avaient les produits de substitution et pouvaient, je vais revenir encore sur ma logique de rendement, ils pouvaient s'assurer un rendement, ils pouvaient permettre que ce rendement croisse et qu'on puisse arriver au rétablissement de la couche d'ozone. Alors, je ne réponds pas entièrement à la question, mais je veux juste donner une image que oui, ça peut fonctionner. Et si on me le permet, je vais juste aussi faire une autre petite, parce que tout à l'heure, Diego, tu as mentionné là, quels gestes individuels on peut poser. Je voudrais saluer le fait que, en tant que membre de la CSN, là, actuellement, il y a 420 000 travailleurs du réseau public qui sont en négociation et qui ont posé un geste de demander à la Caisse de dépôt et placement du Québec de continuer son virage, dans le fond, de renforcer ses critères E et S. Et dans le renforcement du critère E, on demande à ce que la Caisse, dans le fond, se donne des cibles pour 2030 là, de réduction d'émissions associées à leur portefeuille en absolu et sorte du transport du pétrole et de l'exploitation du gaz. Alors, je dirais quand même, les gestes individuels ont une limite. Il faut arriver à faire des gestes globaux et il y avait un peu les deux là, dans cet aspect-là et je voulais souligner ce beau travail-là des syndiqués. Bien souligné, 420 000, on a même noté le chiffre. Daniel, vous savez, un dernier complément de réponse. J'aimerais aussi avoir peut-être le temps de conclure. Si je peux me permettre, ça va un peu dans la même direction, Diego, que le dernier commentaire de Sébastien. Puis je voulais répondre à une des questions qui a été posée au début du panel vers 3h26 par Alexandre à propos de l'entreprise qui gère son RVER. Là, pour tout le monde, le RVER, c'est un modèle de régime de retraite qui est en vigueur au Québec et au Canada. En réalité, l'institution financière lui a dit que c'est impossible. C'est ça qu'il nous dit dans sa question. Moi, je lui suggérerais, pour peut-être avoir plus de résultats, d'aller voir l'employeur, probablement l'employeur qui a choisi le RVER, et faire part à votre employeur, qui va probablement être beaucoup plus sensible à vos commentaires que le fournisseur qui l'a retenu, et de presser l'employeur de s'assurer que le RVER qui va être choisi offre des options, au moins des options d'investissement dans des solutions durables, investissement responsable avec
disons, la crédibilité voulue. Donc, ça suppose que toute votre collectivité devienne un peu plus instruite des questions de finances durables et de quelles sont les options, les solutions qui sont viables si on les analyse du point de vue de la durabilité dans la sphère là, des régimes volontaires d'épargne retraite comme celui dont vous bénéficiez dans l'entreprise où vous travaillez. Ça fait partie des gestes individuels qui peuvent devenir collectifs et qui sont plus susceptibles là, par la pression économique, parce que vous n'avez pas le choix du RVER qui est offert dans votre milieu de travail, mais vous avez le choix de faire pression pour qu'on le change. Et c'est généralement l'employeur qui a ces pouvoirs-là. Alors, c'est des messages qui vont rentrer bien plus solides au centre d'appel de la société d'assurance ici qui vous donne ce service-là. C'est comme appeler le donneur d'ouvrage. Merci beaucoup, Daniel. On commence à ne pas manquer d'exemples. C'est ce qu'on peut faire à niveau individuel ou collectif en médias. Je prendrai une dernière question parce que je sais qu'elle voulait poser sa question, puis on veut l'entendre. Marine Martal, Léa, peux-tu ouvrir le microphone de Marie? Oui, en fait, excusez, c'est François Meloche de ECHO, c'est ma collègue, on est sur le même compte. Juste une question, en fait, je l'ai mis dans le chat, mais c'est les banques ont des cibles intérimaires, mais ils sont des cibles d'intensité, OK, sectorielles. Et puis, il y en a pour le secteur pétrole et gaz, ils ont tous commencé par ça. Mais il faut remarquer que BMO a une cible de réduction absolue pour les Scope 3, OK, les émissions qui comptent, là. Parce que toutes les banques disent on veut travailler avec nos clients, on ne veut pas les laisser tomber, y compris les pétrolières, on veut les aider à faire leur transition. Mais BMO est allé plus loin en disant on va réduire les Scope 3, OK? C'est de 28 % je crois. Mais ça, je pense, c'est la clé. Tu sais, si on peut convaincre les banques d'adopter cette cible-là intérimaire et de la rapprocher du 50 %, c'est pour ça que le Race to Zero est important. Puis d'ailleurs, GFANZ a refusé Race to Zero, mais GFANZ, c'est un parapluie. Puis les associations en dessous, le Net Zero Banking Alliance continue à faire la promotion du Race to Zero. Alors, les banques sont encore commises dans le fond, ils devraient suivre le 50 % d'ici 2030. Alors, je pense que c'est ça la demande qu'on devrait faire aux banques. Et puis, ça va les amener à désinvestir. En ce moment, ils sont un peu peints dans le coin. Ils ont des engagements, mais il faut les tenir à leur parole. Puis, c'est ça qu'on fait chez ECHO. Nous, on essaie de convaincre les banques de ne pas faire de greenwash et puis de respecter leurs engagements. Mais je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires à ce sujet-là. Oui. Certainement. Premièrement, dans le fond, ça me fait penser à plusieurs annonces qui ont été faites par rapport à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Entre ça et rien faire, notre coalition a toujours tendance à saluer un geste qui est posé. D'ailleurs, merci François, ça m'avait échappé, là, cet engagement-là de la Banque de Montréal. Donc, c'est certainement mieux que rien, 25 % pour les Scope 3. Un élément de ta question, c'est les Scope 3. Est-ce que c'est important? Oui, pour la personne qui nous écoute, là, dans le fond, si vous prenez un pipeline, le pipeline en tant que tel, il ne fait pas beaucoup d'émissions, mais il contribue certainement à notre société qui demeure carbonée. Alors, quand on calcule les Scope 3, on calcule, dans le fond, les émissions que le pétrole qui est transporté dans le pipeline va générer plus tard. OK? Donc, c'est cet aspect-là. Et oui, c'est important que tous les systèmes financiers intègrent les Scope 3. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer le très beau travail d'Oxfam Québec et de l'équipe de Léa qui a été fait pour calculer les Scope 3 au niveau des banques. Bon, ceci étant dit, 24 ou 25 % là, diminuer d'un quart d'ici 2030, mais c'est en absolu d'abord. Ça, c'est intéressant de le constater parce que quand c'est relatif, c'est toujours un moins bon signe. Donc, ils veulent vraiment diminuer de 25 % globalement les émissions associées à leur portefeuille d'ici 2030. C'est un geste dans la bonne direction. Ceci étant dit, c'est comme s'ils ne considéraient pas qu'ils sont sur la planète Terre. Parce que c'est l'ensemble de la Terre qui doit faire en sorte de diminuer de 50 % ses émissions d'ici 2030. Alors, quand ils s'engagent seulement à la moitié de cette cible-là, ils sont comme s'ils sont en train de dire qu'ils vivent sur une autre planète. Alors non, c'est certainement pas suffisant. On va certainement les encourager à aller plus loin. Et l'équipe de Léa va aider à ça, sûrement. Et celle d'ECHO aussi. Et je pense que la sénatrice Galvez aussi et tous les gens qui sont présents ici aussi, je pense que ce même geste qu'on a posé aujourd'hui en s'éduquant les uns aux autres fait partie de cet effort-là.
Écoutez, on est à 4h31. J'imagine qu'il y a parmi vous qui ont des obligations. Il est très tard à Sharm el-Sheikh. Donc, on vous remercie énormément d'avoir participé à cet effort collectif. On remercie nos panélistes, on remercie les gens qui ont eu l'envie, la patience de discuter avec nous. Et on va partager un lien vers le dialogue pour le climat et vers un sondage. On vous invite à remplir les sondages, c'est très important pour nous. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et bonne nuit à vous en Égypte, Madame Galvez. Merci.